пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, то прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славу Україну гей розвеселимо. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славу Україну гей розвеселимо. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce soir parce que comme vient de le dire Galia, c'est la première soirée consacrée spécifiquement à l'Ukraine, organisée dans un partenariat entre Desk Russie, la publication en ligne, et le Théâtre du Nord-Ouest qui a la gentillesse de nous accueillir depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février. Donc pour moi c'est une soirée importante et c'est le début sans doute d'une série de soirées. Et alors ce que nous allons tâcher de faire ce soir, c'est de réfléchir aux événements auxquels nous assistons à la lumière de l'histoire. Donc de regarder le présent en apprenant plus sur le passé. Et le présent aujourd'hui, c'est évidemment cette guerre qui a été déclenchée, c'est une guerre d'agression de grande échelle, menée par la Russie donc depuis le 24 février contre l'Ukraine, et donc depuis 57 jours aujourd'hui. C'est un événement non seulement terrible, nous le savons tous, mais aussi je pense qu'on n'a pas encore tout à fait pris la mesure du degré de rupture que représente cette guerre pour nous tous, pour notre continent, l'Europe, pour notre avenir. Et donc il est utile de se pencher sur cet événement en réfléchissant à l'histoire et en apprenant plus sur le passé. Et c'est pourquoi nous avons la chance ce soir d'avoir deux personnes dont la passion est précisément de regarder, d'explorer ces liens entre le passé et le présent. Et je vais vous les présenter dans quelques instants. Et je vais d'abord vous dire que la soirée, donc en gros, on va discuter jusqu'à 8h10 parce qu'il faudra évacuer la salle au plus tard à 8h15. Et il y aura trois parties à notre discussion. La première, ce sera une prise de parole de nos deux intervenantes, chacune une douzaine de minutes. Ensuite, nous dialoguerons ensemble. Et ensuite, ce sera le dernier tiers de la soirée. Ce sera la parole à la salle et à vos questions. Donc tout au long de la discussion, merci de préparer vos questions parce qu'on tient vraiment à ce que ce soit interactif et que toutes les curiosités, tous les points dont vous souhaiteriez qu'on les éclaircisse soient exprimés. C'est une belle occasion, je crois. Alors quand j'ai dit à ma sœur qui est dans la salle, quand je lui ai dit le titre de la discussion, la guerre en Ukraine à la lumière de l'histoire, occupation militaire, terreur, méthode du KGB, elle m'a dit on va bien rigoler. Et c'est sûr que nous allons évoquer des événements très graves, très sérieux, mais je voulais juste envoyer un petit message personnel parce que moi je pratique cet exercice quand je regarde tous ces événements et nous sommes tous envahis d'informations et nous suivons en direct pour la première fois, c'est la première fois qu'une guerre de cette ampleur est suivie, documentée, diffusée, les images en direct sur nos écrans, sur nos radios. Moi je fais toujours cet exercice qui est de regarder aussi les lueurs d'espoir, de regarder, de prendre la pleine mesure des gestes de résistance, de solidarité, d'entraide. Et il y en a beaucoup et c'est là-dedans qu'on puise l'inspiration et la force, je crois, pour tenir et pour continuer d'aider les Ukrainiens dans leur combat pour se libérer. Et donc ça c'est mon premier petit message personnel. Et le deuxième, je me permets de le dire, je le dis en tant que journaliste, je pense qu'on a plus que jamais besoin des historiens.
précisément parce que nous sommes dans l'instantanéité de l'information, dans le bombardement d'informations, nous avons besoin d'écouter les historiens pour mieux comprendre. Et c'est d'autant plus vrai qu'il s'agit de l'Ukraine, qui est un, et beaucoup d'entre vous dans la salle le savaient, c'est un pays, un territoire très particulier, avec une histoire très particulière au XXe siècle. Ce sont les terres de sang du XXe siècle en Europe. Et cette mémoire, ce passé, ces mémoires collectives sont beaucoup trop méconnues ici, en Europe de l'Ouest, et partout, souvent partout ailleurs en Europe, quand il ne s'agit pas d'Europe centrale et de l'Est. Et donc, c'est plus que jamais important d'en apprendre toujours plus sur l'histoire. Alors, voilà, je vous présente les deux intervenantes formidables, et je vais mentionner les ouvrages qu'elles ont rédigés et publiés rapidement. D'abord, nous allons entendre Catherine Goussef, qui est historienne, qui est directrice de recherche au CNRS. Catherine est une spécialiste des questions de migration dans l'ex-espace soviétique, et ça compte comme thème, parce que, comme vous le savez, il y a énormément, ça compte comme thème à avoir en tête et à mieux connaître, parce que, on le sait, il y a aujourd'hui 5 millions de réfugiés ukrainiens, donc des personnes qui ont été forcés de quitter l'Ukraine, et il y a, je crois, 7,7 millions d'Ukrainiens qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays, contraints de quitter leur logement, leurs habitations. Et quand on fait le calcul, ça veut dire que plus d'un quart de la population de l'Ukraine, qui est un grand pays, plus d'un quart de la population de l'Ukraine est aujourd'hui sur les routes, de fait. Catherine a publié un excellent livre qui s'intitule « Échanger les peuples ». Ça a été publié en 2015, et c'est une enquête historique, une recherche sur les déplacements forcés, plus ou moins forcés, de populations aux confins de la Pologne et de l'Ukraine à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans les premières années de l'après-guerre, donc dans la période 44-47. Et vous verrez, cette fenêtre-là historique est importante pour comprendre l'Ukraine, son identité, son passé. Elle a aussi écrit un livre qui s'intitule « L'exil russe » sur l'émigration russes de l'après-Première Guerre mondiale, des lendemains de la révolution russe. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, et je viens juste de présenter Catherine pour ceux aussi qui ne la connaîtraient pas, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Galia est essayiste, elle est journaliste, elle est historienne aussi à mes yeux, et elle a écrit et elle prend souvent la parole. Là, ce soir, Galia, ce que j'évoquerai, c'est deux ouvrages en particulier. Le Régiment immortel, qui va au cœur de l'idéologie du régime Poutine et qui vient juste d'être réédité. Et puis ton ouvrage sur Tchernobyl, dont tu évoqueras un aspect en particulier, c'est-à-dire le rôle du KGB en Ukraine à l'époque soviétique, en particulier les années 70 et 80. Voilà, j'en termine là. Je vous remercie à nouveau d'être toutes les deux là, et Catherine, à toi la parole. Merci. Bonsoir à tous. Merci à vous, Nathalie et Galia, de cette invitation à participer à cet échange de ce soir. Et donc, lorsque Nathalie m'a demandé sous quel angle pourrait être intéressant pour moi d'intervenir, j'ai pensé à cette question de la reconfiguration de l'Ukraine autour de la Seconde Guerre mondiale, au début et à la fin, qui est une manière, bien sûr, d'évoquer cette question d'un pays et d'un territoire qui a beaucoup changé de frontières. Et changer de frontières, c'est aussi des histoires différentes qui, à un moment donné, convergent, et des frontières qui ne cessent pas de changer. Donc, je n'ose dire que ces frontières de la Seconde Guerre mondiale ont été celles, au fond, elles sont peut-être été celles jusqu'en 2014, si on fait exception de la question de la Crimée, qui a été donc acquise à l'Ukraine en 1954, et qui, bon, ces frontières qui ne cessent pas finalement de changer.
Alors pourquoi revenir donc à ce contexte de la Seconde Guerre mondiale? Parce que c'est au fond le moment où cette partie qui est aujourd'hui un grand territoire de refuge des déplacements intérieurs, c'est-à-dire la Galicie orientale autour de Lviv en particulier, et la Volhynie, ont été rassemblés à l'Ukraine qui était l'Ukraine soviétique des années 1920. Mais il me semble intéressant de souligner plusieurs aspects dans ce processus de réunification des terres. Et je pense avant tout, en premier lieu, enfin pas de façon très hiérarchique, mais disons en premier lieu, si on veut en s'en tenir à la chronologie de l'histoire, je pense évidemment à l'argumentaire qui a été déployé par Staline au moment du pacte germano-soviétique et plus précisément au moment en septembre 1939, lorsque, après l'invasion de la Pologne par l'armée allemande qui est arrivée jusqu'à Lviv, Lvov, qui était à l'époque donc partie de la Pologne de l'entre-deux-guerres, et les soviétiques qui arrivaient par l'Est, eh bien, à ce moment-là, il a fallu délimiter les zones respectives d'occupation des Allemands d'une part et des soviétiques de l'autre. Et dès cet instant, et pendant toute la guerre, au fond, le grand argumentaire déployé par Staline face à tous ses interlocuteurs, c'est-à-dire les Allemands en septembre 1939, puis ensuite les Alliés à différents moments de la guerre, et bien sûr tout particulièrement lors de Yalta, et également à l'égard des Polonais lors du gouvernement des Polonais du gouvernement en exil de Londres, Staline développera toujours le même argumentaire qui est nous luttons et nous avons lutté contre l'impérialisme polonais et finalement nous opérons une réparation historique en réunissant les grandes terres ukrainiennes. Et comme vous le savez, disait Staline, il a d'abord dit aux Allemands, les Ukrainiens sont des invétérés nationalistes, je leur ai promis la réunification des terres et je ne peux pas me dédier de cette parole. Et il me semble intéressant, évidemment, c'est un discours qui est totalement instrumental dans la mesure où il ne s'agissait pas de bâtir une Ukraine indépendante, mais au contraire d'élargir l'Union soviétique et dans une période qui, vous le savez, après la guerre, c'est vraiment le moment où on a parlé de l'URSS comme d'un empire, non seulement en raison de la satellisation de l'Europe de l'Est, mais également en raison justement de cet accroissement territorial vers l'Ouest au détriment de la Pologne. Donc on voit, j'y pense évidemment en écho à l'argumentaire qu'a développé Poutine pour dire que l'Ukraine, au fond, était partie intégrante de la Russie. Et l'usage qu'il a fait de l'histoire, on a cette instrumentalisation qui a été également celle de Staline, mais qui également a correspondu effectivement à la revendication des Ukrainiens qui correspondait à un territoire de peuplement ethnique, effectivement, où les Ukrainiens étaient majoritaires. Et puisque je mentionnais donc ce pacte germano-soviétique, je voulais aussi rappeler le destin donc, de cette partie de l'Ukraine, l'Ukraine occidentale, qui a été à ce moment-là occupée par l'Union soviétique de 1939 jusqu'à l'invasion allemande. Et durant cette première occupation, cette première soviétisation, on a vraiment le déploiement de tout l'arsenal de violence déployé par l'appareil stalinien, déjà bien identifié, déjà bien expérimenté dans les années 30, en particulier à l'égard de l'Ukraine soviétique, donc avec des opérations de déportation, la question également des prisonniers de guerre, enfin qui n'étaient pas des prisonniers de guerre puisque la guerre n'avait pas été déclarée, mais à l'égard des Polonais, et donc ces massacres de ces 21 000 Polonais de Katyn, la déportation de plus de 400 000 résidents des lieux, sans compter des enrôlements obligatoires dans l'armée rouge, etc., etc. Et donc cette première occupation soviétique a été interrompue par l'invasion allemande
qui a été ce deuxième temps, et effectivement un temps où une partie des Ukrainiens a espéré pouvoir négocier au fond une indépendance de l'Ukraine, et laquelle indépendance a été également, leur a été soi-disant promise, mais en comprenant très vite qu'il s'agissait évidemment de nouveau d'un leurre. Et c'est au fond de cette période-là que daterait l'idée des Ukrainiens comme étant des nazis. Et il est vrai qu'il y a eu une forme de collaboration à ce moment-là, mais qui a été aussi, au fond, très instrumentale dès lors que les Ukrainiens ont compris que cette terre qu'ils n'auraient pas cette indépendance. Et puis ensuite, donc le retour des Soviétiques à partir de 1944, et là une période de nouveau de très grande violence, avec cette deuxième soviétisation qui a été aussi bien sûr marquée par la lutte contre le nationalisme ukrainien, et donc de très importantes déportations jusqu'au début des années 50, sur fond aussi de lutte très, très violente. Combien de personnes, Catherine, ont été déportées, tu dirais, par le pouvoir soviétique à partir de 1944, ouais. plus de 200 000 personnes, mais aussi, enfin, il y a d'une part ces déportations, mais également l'histoire de l'épuration à travers ces fameux bataillons qui ont été mis en place, et donc aussi des morts enfin des assassinats, des massacres très très importants. Et puis peut-être rappeler aussi que au fond Staline a été jusqu'au bout de l'argument ethnique, dans la mesure où il a procédé donc à cette ethnicisation de ces régions frontalières, en engageant un très vaste échange de population d'1,5 million de personnes entre la Pologne et l'Ukraine, qui a consisté donc à organiser le départ des Polonais d'Ukraine occidentale et le départ des Ukrainiens de Pologne pour rejoindre chacun leur soi-disant patrie, dans laquelle souvent ils n'avaient jamais été. Et donc cette frontière a été totalement étanche, qui a été créée à ce moment-là, totalement étanche entre l'Union soviétique et la Pologne, et plus généralement les pays de l'Est. On n'a pas forcément en tête justement cette frontière dure qui a pu exister même entre l'Union soviétique et le bloc de l'Est, sans parler une frontière, je dirais, aussi étanche que celle qui a pu exister entre l'Est et l'Ouest, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et donc cette frontière qui a été forgée par le déplacement des hommes à la fin de la guerre, eh bien, a commencé à devenir très poreuse après la fin de l'Union soviétique. Il y a eu très très rapidement un mouvement de migration des Ukrainiens vers la Pologne. Ça a été beaucoup de commerce à la valise dans un premier temps, et puis ensuite évidemment une migration de travail qui a été avant tout une migration féminine. Et finalement cette frontière qui est devenue poreuse, eh bien, depuis le 24 février, on se demande si justement par le déplacement des hommes à nouveau, cette frontière n'est pas en train de s'effacer d'une certaine manière, quand on songe à l'importance du refuge ukrainien en Pologne aujourd'hui. Voilà cette évocation, bien sûr très très rapide, mais qui participe de cette histoire compliquée, et où on peut se demander actuellement finalement qu'est-ce que les Russes ont en tête quand on voit un peu la géographie de ce conflit, où évidemment il y a des bombardements à l'ouest, mais qui sont presque, qui ne sont pas suivis de vastes offensives, finalement qu'a en tête Poutine face au destin de ce pays, dans quelle mesure il n'imaginerait pas au fond une prise de territoire qui laisserait ouverte de nouveau cette Ukraine occidentale, qui reviendrait une sorte d'état de région un peu orpheline.
Oui, c'est une des questions qui domine aujourd'hui, enfin une des questions qui domine. Quel est l'objectif final? Quel est l'objectif? Pardon, c'est l'une des questions importantes, hein, évidemment, Merci pour ces propos d'introduction et qui lancent bien le débat, la manipulation de l'histoire, les déplacements de forcés de population, la notion d'ethnicisation. Tout ça résonne aujourd'hui. J'ai oublié de dire que Catherine est l'un des membres fondateurs de Mémorial France. Vous savez que Mémorial, l'association fondée par Andrei Sakharov, a été interdite en Russie, condamnée par un tribunal russe à être démantelé en décembre dernier. Et donc Mémorial a une antenne en France, c'est très important, et Catherine fait partie de cette équipe. Et j'ai aussi oublié de dire, et je vais lui passer la parole, que Galia est la directrice de la rédaction de Desk Russie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter de Desk Russie, qui est hebdomadaire et le prochain numéro sort demain, faites-le, parce que ce petit média qui a été créé il y a une dizaine de mois, pas plus, et je pense crucial aujourd'hui pour approfondir la connaissance et être au plus près des histoires humaines liées à ce conflit en Ukraine. Galia, je te passe la parole. Merci. Je voulais un peu rebondir d'abord sur ce qu'a raconté Catherine, parce que je pense qu'il est très très important d'expliquer peut-être une chose. Vous savez qu'en Ukraine occidentale, il y a eu un mouvement de résistance. On les appelait, les soviétiques les appelaient les bandéristes, parce que Bandera était l'un des héros de ces gens, mais il était plus en Ukraine. En fait, il a été arrêté par les Allemands en 1941. Il a été plusieurs années dans un camp allemand et ensuite il n'est pas revenu en Ukraine soviétique. Mais il était l'un des leaders historiques du mouvement. Et donc, comme Catherine l'a souligné, les nationalistes ukrainiens qui ont combattu d'abord l'État polonais parce qu'ils voulaient créer une Ukraine indépendante, ils ont eu une brève période d'illusion concernant le régime nazi, et ensuite, à partir de 1942, il y a eu même plusieurs nationalistes ukrainiens qui ont carrément été fusillés par les nazis. Donc, à la fin de la guerre, quand les Allemands sont partis, les mêmes nationalistes ukrainiens, mais aussi beaucoup de nouveaux venus, si j'ose dire, ont engagé une lutte armée contre le pouvoir soviétique. Et cette lutte armée a continué jusqu'à 1956. Et donc, je le dis sous votre contrôle, le NKVD a entrepris toutes sortes de mesures et qui rappellent beaucoup ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, à savoir, ils avaient les listes des activistes, les listes de ceux qui pouvaient servir de soutien logistique, moral, etc., à ce maquis ukrainien. Et donc, il y a eu des arrestations, des déportations. Je crois que dans le cadre de cette opération, en 1946-1947, à peu près 23 000 familles ukrainiennes ont été déportées afin d'affaiblir la résistance. Je ne me trompe pas. Oui, ça dépend de quelle période, vous dites 46-47. Oui, parce qu'il y a eu des déportations qui ont commencé beaucoup plus tôt. Oui, bien sûr, mais je parle spécifiquement de l'opération contre ce maquis bandériste. Et l'objectif, juste pour comprendre, l'objectif de ces déportations de population, c'était de vider les villages pour que la résistance armée ne puisse plus être, c'est ça, ne puisse plus avoir de base. Voilà, vider du réseau, parce que aucun maquis ne peut subsister s'il n'a pas de soutien. Tout à fait, oui.
Et donc, maintenant, je voudrais dire quelque chose sur ce qui se passe maintenant, parce que, vous savez, cette idée que les Ukrainiens sont les nazis, aujourd'hui, bon, la définition de ce qui est nazi est totalement fantaisiste, et on a déjà vu des publications où on dit que oui, c'est spécial parce qu'il n'y a pas de parti nazi, il n'y a pas de leader, il n'y a pas en fait aucune trace des nazis, mais la société, les consciences sont nazifiées. Et donc c'est une sorte de nazisme profond. C'est ce que dit la propagande du Kremlin. Bien sûr, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et donc pourquoi il y a cette vieille haine acharnée? En fait, cette haine acharnée, d'abord du maquis, mais ensuite pratiquement de toute la résistance en Ukraine, c'est pas le fait de la collaboration de certains parmi eux avec le régime nazi qui a été plutôt brève. Et d'ailleurs, les gens qui ont collaboré avec le régime nazi, par exemple, qui ont servi comme des policiers ou des supplétifs à toutes sortes de troupes, c'était pas nécessairement des nationalistes. Il y avait parmi eux des gens qui ont été faits prisonniers de guerre par les Allemands et qui ensuite s'engageaient donc à lutter du côté des Allemands. Il y avait aussi des gens qui simplement voulaient avoir de la pitance parce que les Allemands payaient ceux qui travaillaient pour eux. Et donc c'était les gens qui ont collaboré avec les Allemands, comme partout d'ailleurs en Europe, c'était des Tutsi Quanti et pas spécifiquement les nationalistes. Maintenant, ce qui s'est passé, et c'est ça qui est pour moi très important, c'est que ce que les soviétiques n'ont jamais pu pardonner à la résistance ukrainienne, c'est qu'ils ont osé combattre contre le pouvoir soviétique. De nouveau, sous votre contrôle, mais moi j'ai lu que pendant ces années de résistance jusqu'à 1956, il y a eu à peu près 30 000 militaires, cadres du parti local et cadres du NKVD, après c'est devenu MGB, après c'est devenu KGB, donc qu'il y a eu à peu près 30 000 de ces représentants du pouvoir soviétique qui ont été tués par le maquis ukrainien. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas pardonner à ce jour. En fait, l'équation est très simple. L'identité russe nouvelle, ou le nouvel avatar de l'identité impériale russe, est basé sur un postulat très simple. Les nazis étaient le plus grand mal du XXe siècle. Nous les avons combattus et nous avons gagné, nous les avons vaincus. Ce qui veut dire que nous sommes blancs comme la neige et nous sommes bons. Nous représentons le bien absolu par rapport au mal absolu. Et la suite de ce même raisonnement pseudologique, tous ceux qui combattent nous qui sommes victorieux, blancs comme la neige et représentant le bien, ceux qui nous combattent nécessairement sont les nazis. Vous voyez, il y a toujours, c'est très important de comprendre, il y a toujours une sorte de faux postulat au début d'un discours totalitaire. Et ensuite, une fois qu'on adopte ce faux postulat, le discours devient très logique et très bien argumenté. Sauf que la Seconde Guerre mondiale a été très compliquée, sauf que dans cette guerre, il y avait aussi une période de 2 ans de l'alliance avec le traité d'amitié, les protocoles secrets, etc., entre les soviétiques et les nazis.
et que la guerre a été une très grande boucherie où il y avait beaucoup d'héroïsme, mais aussi beaucoup de mauvaise gestion, mais aussi à partir du moment où ce n'était plus la guerre sur le sol soviétique, mais c'était la marche vers Berlin à travers donc la moitié de l'Europe qu'ils ont occupée à l'occasion et n'ont pas lâché jusqu'à 1990-91. Donc tout cela est considéré comme faux. Maintenant, ce que je dis ici, ça m'aurait valu peut-être 15 ans de prison en Russie. Aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr. Oui, mais je n'y vais pas, donc ça va. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on s'appuie sur le même raisonnement pour justifier la guerre contre l'Ukraine. Parce que la phraséologie reste exactement la phraséologie soviétique des années de guerre et de l'après-guerre. On libère les territoires parce qu'ils ont été occupés par le régime de Kiev, qui est un régime nazi. Et donc, comme en 1944-1945, on libère le territoire. Je vous remarque que sur chaque mairie d'une localité que les Russes aujourd'hui occupent, ils hissent tout de suite non seulement le tricolore de la Fédération de Russie, mais aussi le drapeau rouge avec faucille et marteau. Ils remettent les statues de Lénine qui ont été abattues. Et donc ils ont des listes, ça a été confirmé plusieurs fois par différentes sources, des gens à rechercher, à arrêter, à enlever en Russie et à abattre, tout comme le NKVD avait des listes pour se débarrasser de tous ceux qui collaboraient, qui aidaient d'une façon ou d'une autre la résistance ukrainienne de l'après-guerre. J'ai décrit ces mécanismes dans mon livre Le Régiment immortel et je dois dire que malheureusement l'histoire m'a donné raison, j'aurais de beaucoup préféré me tromper, parce que, en fait, le conflit que nous avons aujourd'hui, c'est le même conflit, en quelque sorte, 80 ans plus tard, qui sévissait, on peut dire, en Ukraine occidentale à la fin de la guerre et encore plusieurs années après la guerre, c'est-à-dire pour la Russie, aujourd'hui officiellement pour Poutine, toute comparaison entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie est interdite. C'est criminel, ça vous vaut des années de prison. Alors que nous avons quand même vécu jusque-là dans l'idée qui a été développée par Hannah Arendt et ensuite par tout un nombre d'autres personnes, qu'il s'agissait de deux régimes totalitaires qui avaient certes des idéologies très différentes, mais qui étaient tous les deux des rapaces impérialistes et totalitaires par rapport à leur propre population et par rapport aux populations qu'ils occupaient. Et donc, la Russie de Poutine marche à reculons vers l'Union soviétique. C'est très très visible. Si la victoire est toujours l'événement central, et si aujourd'hui ils disent « nous pouvons répéter », c'est le slogan qui apparaît justement au moment des grandes processions du Régiment immortel. Nous pouvons répéter, ça veut dire nous pouvons réoccuper ce que nous avons déjà une fois occupé. Et bien sûr, on n'oublie jamais qu'aujourd'hui c'est l'Ukraine, mais dans les ultimatums donc lancés par Poutine
à l'OTAN et aux États-Unis, et il a répété ça à 3 jours du début de la guerre. Et, il était question, de l'Ukraine, qui n'était pas un État, qui n'avait pas droit à l'existence nationale, le peuple n'était pas un peuple, bon, je ne vais pas vous raconter ça, vous le savez, mais la deuxième partie de ce fameux discours du 21 février, c'était encore une fois répéter que l'OTAN n'a pas droit d'être là où il est et que, en fait, l'ultimatum reste valide. Il faut que l'OTAN recule aux frontières de 1997 et que donc il laisse toute l'Europe de l'Est, celle qui a été sous contrôle soviétique jusqu'à 1991, dans le meilleur des cas neutre, et peut-être rien n'empêche, s'il n'y a plus de couverture de l'OTAN, de nouveau mise sous contrôle russe. Et donc, les uns, c'est le retour vers l'Union soviétique, et les autres, les Ukrainiens, c'est un discours qui rétablit les réalités de l'histoire du XXe siècle, avec le Holodomor, et avec les purges, avec la génération fusillée de l'intelligentsia, et avec la conquête de l'Ukraine occidentale qui n'a jamais été soviétisée jusqu'au bout, ils n'ont pas réussi. Voilà, et l'Ukraine, non seulement qu'elle a donc maintenant, après 30 ans de l'indépendance, la conscience de son histoire, mais en plus, ils ont adopté les lois dites de décommunisation. Et décommunisation comprend, entre autres, l'interdiction d'utilisation de symboles nazis et communistes. Ça, c'était quelques années avant la guerre. Hein. En 2019. Mais Galia, je t'arrête là parce que je vois le temps qui file et je vais juste poser une question à vous deux et ensuite on va ouvrir à la salle. Toute question qui vous intéresse concernant cette guerre et à la lumière de l'histoire. Galia, tout à l'heure, tu as dit ce qui se passe, et là je te pose la question Catherine, pour savoir si tu es d'accord ou si ce qui se passe aujourd'hui évoque tout à fait ce qui s'est passé dans les territoires, donc ce qui se passe dans les zones occupées par la Russie, en Ukraine, évoque tout à fait ce qui s'est passé à partir de 1944, dans les zones nouvellement occupées par l'Union soviétique, les forces soviétiques en Ukraine aujourd'hui de l'Ouest. Je pose la question, qu'est-ce qui te frappe dans cette comparaison? Alors, évidemment, les équivalences ne sont jamais parfaites, on le sait, mais est-ce que dans ce que tu as vu, des informations qui émanaient des territoires occupés aujourd'hui par la Russie en Ukraine, et on sait qu'ils sont en train de passer à l'offensive dans le Donbass, et qu'ils veulent donc occuper militairement des pans de territoires encore plus vastes, on ne sait pas jusqu'où. Est-ce que tu ferais ce parallèle qu'évoque ce que tu observes aujourd'hui dans l'actualité s'agissant des méthodes qui sont pratiquées dans les territoires occupés? Je dirais qu'en ce qui concerne la période 44 jusqu'au début des années 50, cette période d'épuration en Ukraine occidentale de toute cette résistance très importante que Galia a très justement rappelé, on est quand même dans un territoire qui en fait n'a jamais été ni russe ni soviétique et où les Russes sont quand même perçus avant tout comme des étrangers. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est très remarquable dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que au fond, pendant très longtemps, on a pris coutume, et aussi au cours de ces 30 ans d'une vie politique qui, quand même, une scène politique qui a tardé et qui a été assez mouvementée dans l'histoire de l'Ukraine indépendante, on a pris l'habitude finalement de parler de deux Ukraines, d'une Ukraine de l'Ouest qui est dans le tropisme européen, et puis une Ukraine de l'Est plus compliquée, russophone, etc. Et finalement, ce qu'on a vu
depuis le début de la guerre, c'est vraiment un mouvement massif de résistance et qui, là, peut se comparer effectivement, je crois, avec la période 44-47, un mouvement massif de résistance à l'invasion russe. Et ça, je crois que là, il y a vraiment quelque chose, un tournant dans l'histoire de l'Ukraine qui s'est passé et qui, sans doute, a été véritablement amorcé depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, depuis l'émergence de ces régions séparatistes soutenues par les Russes. Et là, il y a vraiment une conscience, et qui est peut-être d'ailleurs avant tout une conscience politique aussi, une conscience civique, d'appartenir à l'État ukrainien, qui s'est très très clairement manifestée. Et c'est peut-être là d'ailleurs qui est une des clés d'explication finalement de la grande erreur commise dans ce qui était conçu quand même initialement comme une opération éclair et qui misait justement sur quand même cette diversité ukrainienne avec une partie qui aurait été très russophone. Est-ce que je vous propose de passer aux questions de la salle? Je voulais éventuellement en regrouper 2 ou 3. Allez-y, la première personne à se lancer est la bienvenue. Et sinon, est-ce que quelque chose... Ah voilà, pardon, excusez-moi. Oui, bonjour, merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question pour Galia concernant en fait l'évolution du discours de Poutine, justement historique. Aujourd'hui, la propagande ukrainienne, c'est clairement une opération de dénazification qui se produit en Ukraine. Mais dans le discours du 21 février, il a dit à un moment qu'il reprochait aux bolcheviks d'avoir créé une nation ukrainienne. Oui. Et que l'Ukraine, en fait, n'existait pas. Et ça, en fait, c'est un peu disparu du dispositif de propagande. Comment vous interprétez cette évolution? D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On va en regrouper 2, 3. Allez-y. Catherine, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'émigration du 19e, 18e, 17e siècle sur le territoire ukrainien? L'émigration hors d'Ukraine, vous voulez dire? Ou vers l'Ukraine? D'accord. Et hors d'Ukraine, d'accord. Les mouvements de population en Ukraine antérieurs au XXe siècle. D'accord. D'accord. Monsieur, allez-y. Une petite question sémantique. Un beau jour, la propagande moscovite a cessé d'être anti-fasciste pour être anti-nazi. Du jour au lendemain. Je me souviens, j'ai commencé à comprendre ce qu'était Poutine dans sa tribune au Figaro en 2005. Il dit qu'ils avaient vaincu l'Allemagne fasciste, qui était le vocabulaire soviétique. Comment, quand et pourquoi on est passé d'un ennemi à un autre qui est particulièrement absurde s'agissant de M. Zelensky? Merci. On prendra une autre série de questions après. Est-ce que, Galia, s'agissant de la négation de l'existence d'une Ukraine? Oui, c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup. Il y a des textes de divers propagandistes qui le mentionnent quand même. Vous savez, il y avait même, je l'ai vu plusieurs fois, une carte où le territoire ukrainien a été partagé en zones et c'était marqué comme cadeau des tsars, cadeau de Lénine, cadeau de Staline et cadeau de Poutine. Pardon, non, pas Poutine. Cadeau de Khrushchev, pardon. Oui, bien sûr. Et donc l'idée était que l'Ukraine, et ça c'est quelque chose que Poutine a développé à plusieurs reprises, que en fait, si on enlève tous les cadeaux, si on fait de l'Ukraine ce qu'elle a été sans tous ces cadeaux, qui sont très étalés à travers des siècles quand même, donc il ne restera qu'un État croupion ou peut-être rien du tout. Maintenant, comme tout le reste du discours poutinien, c'est tout simplement basé sur un mensonge. Parce que les gens qui ont un peu étudié l'histoire ukrainienne savent déjà que le jour même où
l'empire des tsars a cessé d'exister par donc la double abdication, les Ukrainiens ont proclamé une république ukrainienne. Et cette république, tantôt État ukrainien, ont quand même existé jusqu'à 2021-22. 1921, ouais. Oui, ouais. 19, bien sûr, 19, 21, 22. Et aujourd'hui, il faut combattre la notion que sur le territoire ukrainien, il n'y avait que la guerre civile. En effet, il y avait la guerre civile parce qu'il y avait des mouvances et des courants différents. Il y avait aussi l'armée blanche qui était présente, les Allemands qui étaient présents. Mais finalement, c'était l'armée rouge qui a gagné. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois la guerre civile entre différentes, on peut dire, factions de la société ukrainienne et des différents alliés de ces factions. Et ensuite, il y avait quand même une guerre, on peut dire, impérialiste qui, au nom d'un avenir radieux, donc c'était une conquête par l'armée rouge. Et bien sûr, si Poutine était honnête, mais bon, c'est trop lui demander, il aurait aussi il se serait peut-être aussi souvenu qu'il y avait quand même des États cosaques, par exemple, que la première constitution européenne a été proposée en tout cas par l'un de ces hetmans, Philippe Orlik. On peut se souvenir que pendant des siècles, l'Ukraine a été soumise au droit de Magdebourg, c'est-à-dire que avant, on peut dire en partie conquête et en partie, bon, je ne sais pas quel mot utiliser, l'adjonction, non pas la fusion, mais enfin bon, le fait que l'Ukraine s'est jointe à l'Empire russe. Comment? Une réunification? Non, pas réunification. Tu veux dire en 1654? Oui, ouais, c'est ça. Oui. Donc, il y a eu tout un passé européen. Et c'est totalement faux de dire que le peuple n'existe pas, l'État n'a jamais existé, etc. Donc, comme d'habitude, on commence d'un mensonge et ensuite on bâtit toute une argumentation à partir de ce mensonge. Est-ce que je peux dire un mot sur cette question, s'il vous plaît? Très brièvement, s'il vous plaît. Oui, ouais. Merci. Un autocrate de Kiev, qui était député à la Douma de 1905, était chargé de faire une description de la population. Et lui, il disait, alors j'étais très étonné de lire, qu'il disait tant de Russes, tant de Juifs et tant de Polonais. Pas un mot sur les Ukrainiens. L'Ukraine avait été simplement assimilée pendant 300 ans par l'Empire russe. Et c'est à ça que fait allusion Poutine quand il dit que c'est Lénine qui l'a créé. D'accord. Non, mais merci. Attendez. Ça a été créé, en tout cas, la République ukrainienne a surgi dès le premier jour après la chute de l'Empire tsariste. Mais avant, en 1905... Oui, mais merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre cette discussion-là très historique plus tard parce que c'est un point important, mais on n'aura pas le temps. Aujourd'hui, je voulais Catherine, que tu essaies d'apporter une réponse, si tu veux bien, à la question des brassages de population ou des migrations multiples sur le territoire de l'Ukraine avant le XXe siècle. Tout à fait. Mais pour rebondir juste sur la remarque qui vient d'être faite, effectivement, jusqu'en 1905, il était interdit d'utiliser même le mot d'Ukraine au sein de l'Empire russe. Donc il y avait une négation tout à fait assumée. Et effectivement, l'identité ukrainienne, elle s'est d'abord quand même essentiellement forgée dans les terres où elle a pu s'exprimer, c'est-à-dire les terres habsbourgeoises. Donc on revient à cette question de l'Ukraine occidentale, etc. Alors, s'agissant de la question des migrations, c'est évidemment une question extrêmement vaste.
est extrêmement importante. À l'époque moderne, mais aussi à l'époque contemporaine, l'Ukraine a été une très très grande terre de colonisation. Et s'il s'agit des siècles antérieurs, si vous parliez du XVIIIe siècle, je pense qu'au XVIIIe siècle, il y a plusieurs éléments qui sont très très importants, mais il y a le début aussi de l'appel aux colons allemands qui explique justement de très importantes colonies allemandes en Ukraine, sans compter aussi la mise en place de la zone de résidence de l'Empire russe pour les Juifs, qui a également joué en Ukraine, qui a été un facteur décisif justement dans l'importance de la présence juive en Ukraine. Donc il y a véritablement, effectivement, un patchwork, une mosaïque de peuples très très importante, et puis la question de l'immigration russe vers l'Ukraine, qui, en tous les cas, a été extrêmement spectaculaire dans la tardive mais très rapide industrialisation des régions du Sud, comme on les appelait à l'époque, non pas de l'Ukraine, des régions du Sud à partir de la fin du XIXe siècle, enfin le dernier tiers du XIXe siècle, une immigration russe qui d'ailleurs s'est beaucoup poursuivie au XXe siècle, en particulier dans le Donbass, qui a été quand même un réservoir essentiel, un lieu central de l'industrialisation soviétique, et où il y a eu une immigration russe également massive. De la même manière qu'il y a eu aussi des migrations ukrainiennes au sein de l'Union soviétique qui ont été très importantes, en particulier vers la Sibérie, pas simplement du fait des déportations, mais également des politiques incitatives de travail dans des zones considérées comme de vie difficile. L'Arctique. Et voilà, avec malgré tout des primes aux déplacements qui ont été importantes, et beaucoup d'Ukrainiens se sont aussi déplacés. Il existe d'ailleurs en Russie entre 2 et 3 millions d'Ukrainiens aujourd'hui, ce qui est aussi une indication donc effectivement de l'impact réciproque, il faudrait travailler sur les proportions, mais en tous les cas de l'impact très fort et des Ukrainiens en Russie et des Russes en Ukraine. Je peux ajouter juste un mot à ça? Je pense qu'il ne faut pas aussi oublier l'impact de l'Holodomor, parce que ces 4 millions de paysans ont été en partie remplacés par des paysans russes. Il y a toutes sortes donc l'Holodomor, la famine voilà. Des années 32-33, c'est ça? Absolument. Et donc, provoquée par les mesures de Staline. Il y a des descriptions, et notamment dans le Donbass, vous savez, vous avez vu ce film sur l'Holodomor d'Agnieszka Holland, où on relate l'histoire du journaliste Gareth Jones. Gareth Jones, ce qu'il a vu et ce dont il a témoigné, c'était la campagne du Donbass. Il a été dans le Donbass. Et il y a eu des villages entiers où toute la population a péri. On a envoyé ensuite des équipes d'Ukrainiens pour nettoyer ces villages vidés, et on a fait venir la population russe pour occuper ces villages. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont joué, d'une part l'industrialisation, d'autre part l'Holodomor, pour pervertir en quelque sorte l'identité du Donbass ukrainien. Est-ce que l'une d'entre vous veut répondre à la question s'agissant du glissement de vocabulaire antifasciste, anti-nazi? Qu'est-ce que ça vous inspire? On peut se compléter. Oui, c'est sûr. Écoutez, c'est vrai qu'à l'époque soviétique, on n'utilisait pas le terme nazi, on utilisait le terme fasciste, qui était beaucoup plus général, mais c'était l'Allemagne fasciste. En effet, pourquoi? Parce que le terme nazi, c'est national-socialiste. C'est l'abréviation de national-socialiste. Et bien sûr, ça faisait peut-être des allusions à quelque chose. Maintenant, pourquoi ils ont changé fasciste pour nazi maintenant par rapport aux Ukrainiens? Peut-être justement parce que c'est plus spécifique, c'est plus sinistre.
parce que bon, les fascistes, vous savez, c'était quelque chose qui a été très dévalué comme terme. Par exemple, quand Staline s'est brouillé avec le maréchal Tito, on a commencé à écrire dans la presse soviétique que Tito était un fasciste. Bien sûr, comme vous savez, maréchal Tito était un antifasciste qui a combattu les nazis très vaillamment. Mais donc, voilà, le terme était un peu dévalué, c'est-à-dire peut-être ils ont voulu quelque chose de plus fort. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense... Pardon, excusez-moi une seconde. Juste pour peut-être compléter, je pense aussi que c'est quand même justement la période où se met en place tout ce discours mémoriel de Poutine qui devient vraiment partie intégrante de sa politique et donc qui est quand même justement qui a vocation à être très offensive, très radicale, très définitive dans ses propos, et que effectivement de ce point de vue-là, le retour à l'usage du terme nazi désormais possible puisqu'on est dans une période post-socialiste et joue un rôle important. Allez-y. Merci beaucoup pour ces éclaircissements qui montrent l'enracinement historique de ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais simplement poser une question sur la question religieuse. L'Assemblée n'est pas présente ici et qui, cependant, est plus fort. La question de la religion se pose, il me semble, avec acuité aujourd'hui parce qu'il semblerait que l'Église orthodoxe russe appuie d'une manière assez massive cette nouvelle invasion de l'Ukraine. Donc, est-ce que cela aussi s'inscrit en continuité avec l'époque soviétique ou bien pose-t-elle une asymétrie radicale par rapport à ce qui a été dit de la continuité avec l'Union soviétique? Merci pour cette question. Allons-y, monsieur. Une question un peu décalée, mais est-ce que vos connaissances d'historienne donneraient quelques indices sur les raisons qui poussent une partie de l'opinion française à excuser, voire à soutenir l'invasion et les massacres décidés par Poutine? Est-ce qu'il y a encore une question? Il nous reste quelques minutes. Je regarde l'heure juste. Oui, il y a deux questions, là et là. S'il vous plaît. Cette guerre de conquête s'est vite transformée en guerre d'extermination, d'une manière, peut-être pour la première fois, que l'on voit en direct, quasiment. Est-ce que vous utiliseriez le terme de génocide? Ça va être un débat chez les historiens. Oui. Extermination, je pense que ça semble un peu évident, et ça reviendrait à conforter l'idée qu'il existe une nation ukrainienne. Merci. Est-ce qu'il y a... Voilà. Ma question est également un peu décalée, parce que j'ai une curiosité d'à partir de quand apparaissent les trois termes grand russe, biélorusse et petit russien, parce que j'ai trouvé des réponses très différentes les unes des autres. Bon, et je vais clore. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va clore les questions. Voilà, merci pour cette bonne moisson de questions et toutes passionnantes. Donc, comment est-ce qu'on procède? La religion, l'opinion française, génocide, extermination et les termes Grand Russie, Bélarus, Malarussie, etc. Choisissez celle qui vous tente. Moi, je veux bien la religion. Alors dis-moi, toi c'est laquelle? Vas-y. Religion. Toi c'est la religion et toi Galia, tu votes pourquoi? Je peux faire ça et ça. L'opinion et extermination, c'est Oui. ça? Ok, Galia là. Ok, on commence par Catherine sur la religion, mais tu as vraiment 2 minutes. Oui. Donc, on en a encore 10, hein, ne vous inquiétez pas, on va tout répondre. Oui, mais il y a 4 questions. En 2 minutes, je dirais que sur la question religieuse, il y a évidemment en fait une très profonde discontinuité, dans la mesure où il y a eu une campagne plus qu'une campagne, une politique anti-religieuse qui évidemment a beaucoup varié avec le temps, avec même ce moment de renouement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais enfin, la politique soviétique n'a jamais été de favoriser la religion en Union soviétique. Par contre, ce qu'on voit à la fin de la période soviétique, lorsqu'on a pu parler de renaissance spirituelle en Russie, c'est-à-dire en fait
une manifestation assez forte de pratiques, de retour aux pratiques religieuses. C'est un phénomène qu'on a également observé en Ukraine et qui s'est traduit aussi, qui s'est manifesté par finalement la diversité du paysage religieux historique de l'Ukraine, que ça soit l'Église gréco-catholique à l'ouest et que ça soit l'orthodoxie sur les terres historiquement orthodoxes, à ceci près qu'effectivement le facteur national est intervenu. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire surtout en 2 minutes, mais plus particulièrement après 2014, et puisque historiquement l'Église ukrainienne était liée à l'Église de Moscou, faisait partie de l'Église du patriarcat de Moscou. Alors il y a aussi une Église dissidente qui a existé, etc. Mais quand même, c'était quand même la grande tradition, et que face à cette Église moscovite, on va l'appeler comme ça, en Ukraine, il y a eu tout un mouvement pour la création d'une Église indépendante ukrainienne, une Église autocéphale. Et finalement, c'est ce qui a été canoniquement reconnu en 2019 par le patriarcat œcuménique de Constantinople, et c'était à l'origine d'une très profonde, presque d'un quasi-schisme au sein de l'orthodoxie. Et donc cette Église ukrainienne représente à peu près, enfin c'est assez compliqué de voir exactement les proportions, mais disons qu'il y a une partie de l'Église qui était restée fidèle à Moscou, et cette Église devenue autocéphale, qui représentait un peu 50-50, enfin voilà. Et le facteur très intéressant depuis le mois de février, c'est quand même ce qui s'est manifesté chez les prélats de l'Église restée fidèle à Moscou, et qui là ont quand même dénoncé évidemment publiquement ce qui se passait, et en appelant le patriarche à dénoncer le patriarche Kirill de Moscou a dénoncé la guerre. Donc au fond, c'est quand même ce qui est en train de se préparer. C'est quand même encore c'est un nouveau schisme sans doute, et qui d'ailleurs traverse aussi toutes les églises de l'immigration. Merci. Galia, sur l'opinion française peut-être, oui. Vraiment en 2 minutes aussi, alors écoutez, que ça mériterait toute une séance. Bien sûr, c'est une énorme question, mais c'est une question qui d'une part est ancrée dans l'admiration culturelle, qui est ancrée dans le 19e, même 18e siècle par l'usage courant de la langue française par toute l'aristocratie russe. C'est ancré par le fait qu'on a été alliés dans les 2 guerres. C'est ancré dans l'influence énorme du Parti communiste français, en particulier après la guerre, dans les années après la guerre. C'est ancré aussi dans les intérêts, je dirais, vous savez, les années 90, après la fin de l'Union soviétique, c'était une sorte d'Eldorado. On pouvait très vite s'enrichir si on savait comment s'y prendre. Donc pour les milieux des affaires, c'était quelque chose de très attractif aussi. Et puis il y a toute une propagande, et il y a tout un appareil de propagande qui est très important. Il y a beaucoup d'agents d'influence. Certains parmi eux sont des gens très connus, bon, je ne veux pas citer de nom, mais tout ça ensemble fait que, et puis il y a l'anti-américanisme, bien sûr, comment aurais-je pu l'oublier, donc tout ensemble fait que il y a des gens dans l'armée qui aiment bien l'ordre, il y a des gens de l'extrême droite qui aiment la régression sociétale russe, là aussi il y a une marche à reculons. Il y a l'extrême gauche où il y a beaucoup de sympathisants parce que c'est l'anti-américanisme, anticolonialisme. Vous voyez, c'est très très intéressant tout ce phénomène que on s'accuse mutuellement des mêmes choses. Les Russes sont en train d'essayer de recoloniser l'Ukraine tout en se vantant d'être
des chantres de l'anti-impérialisme, par exemple pour le discours africain. Et donc, voilà, il y a tellement de facteurs que c'est même étonnant qu'il y a beaucoup de gens qui résistent à tout ce flot. Mais j'ajouterais juste pour peut-être nuancer votre question, parce que vous disiez que les Français, si j'ai bien compris, vous suggériez que les Français applaudissaient presque aux exactions. Des Français, d'accord. Parce que 80, d'après les... Ouais. C'est la raison pour laquelle je vous disais peut-être qu'il y a des raisons dans l'histoire profonde des peuples, plus que dans l'actualité et dans les actions de propagande, et les raisons que vous avez évoquées. Navalny vient d'écrire un truc en français sur ce Oui, sujet. oui, Tout à fait. Maintenant, à la veille d'un certain vote. Ouais. Maintenant, question du génocide. Oui. Alors, ouais, alors sur le génocide, vraiment, c'est sur la notion de génocide, pardon, on va pas pouvoir l'approfondir, mais non, ça peut être que frustrant comme réponse. Mais... il y a des notions juridiques très claires, mais il faut qu'il y ait un tribunal compétent qui reconnaisse que ceci est un génocide et ceci ne l'est pas. Et quand le génocide est, comme on dit en anglais, in making, en progrès, et qu'on ne sait pas à quel moment ça s'arrêtera, c'est très difficile de statuer. Au Rwanda, c'était très rapide. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a pris beaucoup de temps de savoir combien de Juifs ont été exterminés et pour que ce soit reconnu par le génocide. D'ailleurs, la notion n'a pas été tout de suite élaborée. Lemkin, je ne sais pas quelle 48, voilà. Donc, moi, je pense que il y a la reconnaissance aussi politique du génocide, par exemple par des parlements de plusieurs pays qui ont reconnu le génocide arménien. Mais là, on est dans une situation où il y a probablement une intention génocidaire. Certains textes tout à fait officiels en parlent. Quand on dit que tout le peuple a été profondément nazifié, ensuite on parle de dénazification, et on dit qu'en plus ce peuple n'existe pas, ça peut sembler indiquer qu'il y a une intention génocidaire. Je pense qu'il est plus sain de parler pour l'instant de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qui sont des accusations tout aussi horribles et fortes. Catherine, est-ce que tu veux dire un mot sur ce thème très très lourd, très très compliqué? Non, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Galia. Bon. Et je pense qu'effectivement, il est très important justement. Là, par exemple, je pense que Biden commet une grosse erreur en accusant justement l'armée russe d'être génocidaire. Il y a des exactions. Je pense par exemple que c'est tout à fait personnel, mais qu'à Boutcha, où il y a eu ce régiment russe qui a été totalement liquidé, je pense que ce premier bataillon, et que donc ce qui s'est passé peut aussi s'expliquer dans un geste, ça ne l'excuse pas. Mais il y a une configuration, par exemple, qui permet au moins de situer ce massacre qui a été réalisé, et qu'effectivement il est très important de rester prudent parce que sinon tout devient génocide aussi. Mais d'ailleurs, pardon, j'ajoute juste que Poutine, par exemple, parle sans arrêt, et c'est répété par les médias, les propagandistes, etc., du génocide perpétré par l'Ukraine dans le Donbass. Donc, moi, je pense que c'est tout comme s'appeler mutuellement fasciste, s'appeler mutuellement nazi, s'appeler mutuellement, accuser mutuellement de génocide. Ça brouille la perception, en fait. Il vaut mieux parler de crimes contre la guerre, crimes contre l'humanité. Crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Voilà. On va terminer avec la très jolie question sur Mala Russie, la petite Russie, Bela Russie, la Russie blanche. Et quel était l'autre terme? Grande Russie.
D'où viennent ces adjectifs? Est-ce que vous pouvez nous donner les clés? Alors justement, ça fait maintenant peut-être 5 minutes que j'essaye de retrouver la date. En tous les cas, c'est donc une appellation qui est issue du mouvement slavophile dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui a justement consisté à considérer qu'il y avait un grand peuple russe avec des variantes, mais évidemment dominé par les grands Russes. Et donc alors après le transfert de ce discours dans les faits, dans l'appellation, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais c'est quelque part dans la deuxième moitié du XIXe siècle, je pense même à la fin du XIXe. Déjà de Catherine II, de Russie. Disons le terme de la petite Russie par rapport... Oui, mais la systématisation et vraiment la façon dont ça a été intégré, presque comme dans une logique de description administrative de l'Empire. C'était passionnant, je vous remercie. Galia, tu veux dire un dernier mot? Ouais. Oui, non, le dernier mot sera celui, si j'ose dire, d'autopromotion, parce que mon éditrice est présente ici, et donc elle a apporté quelques exemplaires de mes 2 livres, Le Régiment immortel, et une version augmentée de Traversée de Tchernobyl, où, entre autres, je consacre un nouveau chapitre au fonctionnement du KGB, précisément dans la région de Tchernobyl, grâce aux documents, 2 énormes volumes comme ça, publiés par les archives de SBU, c'est-à-dire ex-KGB soviétique, qui est maintenant service de sécurité de l'Ukraine, et qui, à la différence des Russes, publie les archives. Les uns interdisent le mémorial et les autres publient les archives. Voilà. Et recherchez et lisez les livres de Catherine, Échanger les peuples et Exil russe. Voilà. Je vous remercie à tous d'être venus, d'avoir posé d'excellentes questions. Merci à nos intervenantes et bravo.